Ok, bon, d'après la fiche, je dois faire un ping vers 10.0.12.2. Ok, on va le faire rapidement. Ok, je suis sur R1. Je fais ping 10.0.12.2. Ok. Vous voyez là, le ping fonctionne normalement et c'est très clair en fait, tout simplement parce que là, j'essaye de ping en fait cette interface-là et cette interface est directement connectée à mon routeur. C'est-à-dire que c'est un réseau qui est directement connecté à mon routeur. Voilà. Et ce réseau, en fait, si vous remarquez, vous allez voir que cette interface est dans le réseau 10.0.12. Vous voyez. Et il y avait une route directe vers ce réseau-ci là. Voilà pourquoi toutes les interfaces dans ce réseau, on peut ping directement. Voilà. Et c'est pareil. C'est-à-dire, si je viens par exemple là, je fais un ping vers le routeur, vers l'interface. Moi, je fais un ping. Voilà. Là, je vais faire un ping vers 1.3.3. Voilà. Là, je suis en train de faire un ping vers l'interface de R3. Vous voyez, étant sur R1. Là, il passe normalement parce que ce sont des routes directes qui sont déjà dans les tables de routage. Voilà. Si par exemple vous arrivez ici et vous faites un ping, ça ne passe pas, ça signifie tout simplement que vous n'avez pas bien configuré une adresse IP. Voilà pourquoi il faut toujours vérifier vos adresses IP avant de continuer, quoi. Voilà. Là, vous voyez, là, ça passe parce que les routes sont dans les tables de routage. Ok, bon là on va suivre le TP. Après ceci, en fait, l'étape qui va suivre, c'est configurer les loopback interface. Voilà. Là maintenant, ici, là, ce qu'on va essayer de faire, c'est... Parce qu'en réalité, là, c'est un réseau qu'on vient de créer. Maintenant, ce que nous, on va vouloir faire, c'est de créer des sous-réseaux qui vont pouvoir communiquer en passant par ces routeurs-ci. Voilà. Et on ne veut pas perdre le temps pour créer des PC physiques et tout cela. Voilà pourquoi on va essayer de créer juste des réseaux virtuels. Vous voyez, en utilisant l'adresse loopback. C'est-à-dire que cette adresse loopback-là, en fait, il va se comporter comme si c'était un PC réel. C'est un peu ça. Si vous venez au niveau du cours, vous allez voir, c'est écrit, on dit loopback interface a logical interface manually configured and do not exist physically. C'est-à-dire qu'il n'existe pas physiquement, il n'existe pas. Là, on dit logical interface can be used to exchange data. Voilà, pour échanger les données, on va l'utiliser pour le faire. Après, on dit a loopback interface is always up and is always up at the physical layer and link layer unless it is manually shut down. Exactement comme il disait en fait, le statut physique et on avait deux statuts sur rapide. On avait le physical statut et le protocol statut. Ils sont toujours up en fait. Voilà. Le cas où si vous faites par exemple un loopback et il est down, ça veut tout simplement dire qu'on a utilisé la commande shutdown. Et la commande shutdown, c'est pour éteindre une interface en fait. Vous vous rappelez très bien de cette commande. Maintenant, on dit generally a loopback interface use a 32-bit mask. Exactement, puisque l'adresse loopback, c'est directement pour une seule machine. Ce sont les caractéristiques qu'il faut retenir car QCM, ils vont poser ces questions-là. Maintenant, là, on vous dit loopback interface are used for the following purpose. Bon, là, on liste en fait les différents objectifs. Mais sinon, je l'ai expliqué pour OSPF. Lorsqu'on va arriver au sur le chapitre de OSPF, je vais encore expliquer cela. On va d'abord configurer le loopback. Par exemple, là, on nous fait comprendre que pour R1, le loopback, c'est 10.0.1.1. Pour R2, 10.0.1.2. Et pour R3, 10.0.1.3. Ok. Là, je configure ça rapidement. Ok, je vais venir là. Je vais prendre ceci. Ok. Le loopback de R1, ils ont dit 10.0.1.1 /32. Le masque, n'oublions pas le masque. Ok, pour R2. Ok, ce que je vais faire, je vais un peu mettre des traits ici. Là, je vais venir, je vais prendre la couleur noire par exemple là. Ok, je vais prendre ce trait-là. Je vais essayer de tracer là. Voilà. Juste pour montrer le fait que je suis en train de... Ces traits-là, c'est pas les câbles Ethernet. Bon, ne confondez pas. C'est juste pour simuler le fait que, bon, ces loopbacks-là, c'est un peu comme des réseaux. Voilà, ils ont que ce réseau est connecté à ce routeur. C'est pas si vous voyez un peu.
À la seule différence que ce sont des réseaux virtuels, vous voyez. C'est-à-dire que les interfaces qu'on vient de créer, cela sont tous logiques en fait. En réalité, ils ne sont pas des interfaces physiques sur le routeur, non. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est nous allons venir sur le routeur, le configurer. Parce que rappelez-vous que par défaut, il y avait déjà les adresses sur chaque routeur, il y a une adresse loopback. Mais maintenant, voici une nouvelle adresse qu'on veut configurer. Pour le faire, c'est très simple. Je viens là. On va faire pareil. On va dire interface. Cette fois-ci, c'est l'interface logique. Et l'interface logique, c'est loopback. Bon, je vais dire que interface loop. Bon, là, on peut abréger. Ça, vous écrivez loopback et vous appuyez tab y complète. Vous mettez loopback 0. Car on peut configurer plusieurs interfaces sur loopback. Je pense que si on fait point d'interrogation, vous allez un peu voir la plage. Vous voyez là, c'est les 0 à 1023. Voilà, c'est énorme quoi. Là, je vais mettre 0 pour le premier, puisque d'après le TP, c'est loopback 0. Vous voyez, sur l'interface loopback 0 qu'on doit configurer. Ok. Bon, là, je viens à ce niveau. Loopback 0. Je suis sur R1. Bon, IP at. Si je fais 10.0.1.1. Ok, le masque 32. On a terminé. Je fais vite pareil sur R2. Ok, là, je viens de terminer la configuration des adresses loopback. Bon, je quitte. Ok, l'étape qui va suivre du TP, ici, on va nous dire en fait, bon, là, en fait, on vous montre même les commandes pour le faire. Bon, il n'y a rien de compliqué. Ok, on va encore vérifier la table de routage et on va faire encore un ping. Ok, bon, là, je vais vérifier la table de routage de R1. Si vous vous rappelez, display IP routing table. Ok. Là, si vous regardez très bien, vous allez voir en fait que le loopback que nous venons d'ajouter, voilà, destination slash map. Vous voyez que là, il est une route directe, vous voyez. Et si vous regardez le next route, vous allez voir le next route, c'est tout simplement le loopback du routeur même. Et l'interface de sortie, c'est loopback 0. Vous voyez en fait, non. Vous voyez que là, cette adresse logique que nous venons de configurer, c'est tout simplement pour... vous voyez que là, il est la destination. Or, nous venons de configurer cela sur R1. Ça fait un peu déjà comme si vous êtes sur RE1, vous voyez. Et là maintenant, la destination du RE1 vers un réseau. Vous voyez, c'est pas si vous voyez un peu. Vous voyez. Or, ceci-là, en fait, est logique tout simplement. Il n'existe pas. Vous voyez, là, j'ai juste mis sur le dessin. Quelqu'un peut penser que bon, c'est un autre réseau qui est connecté par câble à R1. Or, c'est tout simplement à l'intérieur de R1. C'est-à-dire que lorsque R1 fait ping vers cette adresse, en réalité, il est en train de faire le ping à lui-même. Vous voyez. C'est juste que cette fois-ci-là, nous, on essaye de montrer cela un peu comme un réseau externe qu'on essayait de simuler du côté du RE, du R1, vous voyez. Mais sinon, on pouvait toujours travailler avec le loopback par défaut qui est déjà là, le 127.0.0.1, vous voyez. Mais là, on nous a demandé de configurer les adresses loopback, voilà. Et j'ai donné l'utilité. Ça veut dire qu'après ce TP, vous pouvez décider de retirer ce loopback. Prendre un PC, ça veut dire que vous venez ici, vous prenez un PC, vous mettez ce PC à ce niveau. Et là, vous prenez un câble, vous connectez ce câble à R1. Et tout ce qu'on va faire, vous essayez de reproduire. En fait, je pense qu'au TP numéro 2, j'ai eu à faire un truc comme cela. J'ai travaillé directement avec des PC. Vous pouvez vous inspirer pour venir travailler de ce côté. Ok. Bon, là, c'est un peu ça. Si vous vérifiez les autres tables de routage, c'est pareil. Cette fois-ci, on va maintenant faire un ping. Vous voyez. Là, je vais refaire le ping vers RE. Je vais envie de faire le ping vers l'interface d'entrée de RE2 étant sur R1. Mais jusque cette fois-ci, je vais faire un ping avec le paramètre "-a". Vous voyez. Lorsqu'on met "-a", nous permet de préciser l'adresse IP source en fait. Vous voyez. Parce que lorsque je fais tout simplement ping 10.0.12.0, point 2, ok. Là, je vais essayer de faire le ping qu'on venait de faire tout à l'heure. Vous voyez là, en fait, lorsque vous faites un ping comme ceci, en réalité, c'est R1 qui est en train de faire le ping. La question que vous allez vous poser, donc, quelle est dans l'IP source de R1? L'IP source de R1 correspond tout simplement à
l'IP de l'interface de sortie de R1. C'est un peu comme ça que cela fonctionne. Maintenant, dans mon cas, qu'est-ce qui se passe? J'ai pas envie que l'IP source de R1 soit l'IP de son interface, mais j'ai envie de faire en sorte que l'IP source de R1 soit plutôt l'IP du loopback que je venais de configurer. Voilà. Et comment on peut être sur un routeur et préciser l'IP source qui envoie le paquet? C'est très simple. On va utiliser la commande. On va faire je vais faire ping-a. Lorsque je fais -a, je précise l'IP source. L'IP source, j'ai envie du 10.0.1.1. Voilà, là la destination reste pareil, 10.0.12.2. Je tape, vous allez voir request timeout en fait. Voilà, maintenant qu'est-ce qui se passe? Tout simplement parce que lorsqu'on fait un ping, en réalité un ping, il y a deux messages envoyés, un echo request et un echo reply. Cette fois-ci, en fait, je suis en train de faire un ping et j'ai précisé comme IP source 10.0.1.1. Vous voyez? Et là, l'IP destination, c'est en fait celui-ci là. C'est-à-dire que le routeur R2. Mais il y a un problème. Le routeur R2, lui, reçoit bien le paquet, vous voyez. Mais le problème maintenant, c'est de répondre. Répondre dans quel sens? Lorsqu'il va recevoir le paquet, pour répondre, en fait, il va utiliser l'IP source, en fait, c'est-à-dire celui qu'il a envoyé comme IP destination de son paquet. Mais le problème maintenant, c'est que l'IP destination de son paquet, c'est-à-dire echo reply, est le 10.0.1.1. Mais ce 10.0.1.1, ce n'est pas un réseau qui est directement connecté à lui. Le réseau qui est directement connecté à R2, c'est plutôt le réseau 10.0.1.12.0. Vous voyez, voilà. Puisque ce réseau-ci n'est pas directement connecté à lui, dans ce cas, si on va envoyer un paquet, nous sommes obligés de configurer une route statique. Et cette route statique, en fait, on va informer, cette route statique serait du genre R2 doit envoyer le paquet à R1. C'est-à-dire qu'il doit avoir comme next hop 10.0.1.2.1. Comme ça, lorsque R1 reçoit le paquet, lui peut envoyer directement à son adresse loopback qui est directement connectée à lui. Je pense que là, c'est clair. Pourquoi ça ne passe pas? OK. Je pense qu'après ceci, on va maintenant passer à la configuration des arrêts statiques. OK. Là, c'est tout ce qui est là. On passe à la configuration des arrêts statiques. OK. Là, on va commencer par la topologie. OK. Là, je vais nettoyer. OK. Je vais configurer une arrêt statique. Bon, ici, là, les arrêts statiques, c'est vers les loopbacks. Pourquoi? Parce que lorsque nous sommes sur R1, ce réseau-ci est déjà directement connecté à lui. Bon, ça ne sert à rien. Pareil, si je suis là, le réseau-ci est connecté déjà à R1, R2 et ainsi de suite. Bon, je vais configurer plutôt des routes statiques pour arriver au niveau des réseaux loopback qu'on vient de créer là. Par exemple, si je suis sur R1, qu'est-ce qui se passe? Je vais dire, sur R1, je vais configurer la route statique pour arriver sur le loopback de R2 et sur le loopback de R3. Pour cela, je vais dire, bon, je vais agrandir le terminal complètement. OK. Pour cela, si vous vous rappelez de la commande, c'était IP route statique. Vous voyez, IP route statique, qu'est-ce qui suit? L'IP de destination. Dans mon cas, c'est le 10.0.1.2. Je configure déjà d'abord vers le loopback de R2. Le masque qui est 32. Et qu'est-ce qui suit le next hop? Le next hop ici correspond à quoi? L'interface d'entrée du routeur R2. Car c'est lui le prochain routeur qui va router le paquet directement vers le réseau destinataire. Voilà. Là, quelle est l'adresse? 10.0.12.2. OK. On valide. Toujours faire son display 10 pour se rassurer que vous avez configuré exactement comme vous le souhaitez. Voilà. Si ce n'est pas le cas, comment vous allez faire pour annuler? Vous allez utiliser la commande undo. Bon, on va utiliser cette commande tout à l'heure pour faire quelque chose. OK. Là, je vais configurer maintenant. Bon, je vais tout simplement naviguer tout simplement pour ne pas réécrire à chaque fois. Là, je vais maintenant configurer vers le réseau, vers le routeur, le loopback du routeur R3 qui est 10.0.1.3 et le paquet doit passer par la 10.0.13.3. OK, exactement. Là, sur R2, le paquet doit passer par l'interface en fait
d'entrée du RE3. C'est ça, c'est-à-dire c'est son next hop là-bas en fait. Ok, puisque lui il va envoyer directement au loopback. Maintenant, si je reviens sur, je suis sur RE1, on va faire un petit truc. Si je fais un ping normal, je vais faire un ping. Je ne précise plus cette option. Mais je vais faire un ping vers le loopback de RE2. Vous allez voir quelque chose. Le loopback de RE2 ici, c'est le 10.0.1.2. Vous voyez là, il répond. Maintenant, vous allez vous poser la question, comment est-ce qu'il fait pour répondre? C'est très simple. Là, c'est R1 qui venait de faire un ping. Vous voyez. Et ce ping, en fait, l'IP source directement, c'est l'adresse de l'interface de sortie de R1 qui est 10.0.12. Voilà. Maintenant, puisque nous avons configuré une roue statique, ça fait en sorte qu'il va pouvoir communiquer avec ce loopback puisqu'il va envoyer le paquet au next hop de RE2. Et lorsque RE2 reçoit, il va pouvoir envoyer ça en son réseau. La question maintenant, c'est comment est-ce que ce réseau fait donc pour répondre en fait le message? C'est très simple. Pour répondre en fait, qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer parce que vous voyez là que ce réseau est directement connecté à ce routeur. Et puisque c'est ce routeur qui a envoyé le paquet à ce réseau, ce qui fait en sorte que lorsqu'il va vouloir répondre au paquet, qu'est-ce qui va se passer? L'adresse de destination correspond directement plutôt à l'adresse de RE2. Et maintenant, RE2, puisque R1 est directement connecté à lui, qui est une route directe, là, il va router le paquet. Voilà pourquoi il répond facilement. Maintenant, pour mieux comprendre cela, il va venir à ce niveau, par exemple. Il va capturer, oui, au niveau de la réponse, je capture là. On va cliquer sur Start Data Capture. C'est-à-dire qu'on va utiliser Wireshark pour pouvoir voir les paquets transmis. OK. Là, Wireshark est déjà là. Je vais faire encore un ping. OK. On vais réduire le terminal et faire un ping pour que vous observiez un peu ce qui se passe. OK. Là, je nettoie. OK. On fait le ping et on observe un peu. OK. Là, c'est bon. Il a fait le ping, c'est-à-dire que 5 echo reply, 5 echo request et 5 echo reply. Ça fait 10 au total. Voilà pourquoi vous voyez 10 là. OK. Normalement, bon, c'est aussi vrai qu'il y a normalement 2 paquets pour le REP. Mais la table contient encore l'adresse MAC puisque le temps n'est pas encore passé. Vous allez voir là, essayez plus de regarder à ce niveau. Qu'est-ce que vous remarquez? L'IP source, vous allez voir 10.0.12.1. C'est exactement ça l'IP source, c'est-à-dire que c'est R1 qui a envoyé. Ça, c'est l'interface de sortie de R1. La destination ici, vous allez voir, c'est la 10.0.1.2 qui est le loopback en fait de RE, le loopback en fait de RE2. Vous voyez, le réseau loopback de RE2. Maintenant, là, regardez un peu le echo reply. Comme echo reply, qu'est-ce que vous allez remarquer? Vous allez remarquer ici là que le echo reply, il va, l'adresse de destination correspond au 10.0.12.1. Et l'IP source ici là correspond à quoi? 10.0.1.2. C'est-à-dire que l'IP source c'est le loopback. Et il va envoyer le paquet au réseau 10.0.12.1. Et maintenant, lorsqu'il va envoyer cela, si je reviens sur la topologie, c'est ce routeur-ci là qui va se charger de router le paquet. Et comme ce routeur est directement connecté au réseau 10.0.12, voilà pourquoi lui il reçoit. Vous voyez. Mais par contre, si c'est l'IP source du loopback de R1 qui envoie le paquet, là, ça ne marche plus. Parce que là, lorsqu'il va vouloir envoyer, normalement, l'adresse de destination revient à plutôt cette adresse-là. Il ne va pas pouvoir répondre. Voilà. Avant de continuer, ce qu'on va faire déjà, c'est de vérifier la table de routage. Il faut se rassurer que la route statique qu'on a configurée. Bon, c'est vrai que la route statique est là, sinon la communication n'allait pas passer. On devait normalement vérifier ça depuis. Mais je vérifie maintenant. Display IP routing table. OK. Là, si vous remarquez, vous allez voir ici. Là, nous avons une route statique qui est établie. Nous avons deux routes statiques, puisque nous avons configuré une route statique vers le loopback de RE2 et le loopback de RE3. Si vous remarquez la préférence, vous allez voir que là, la préférence est 60. Rappelez-vous que la préférence des routes statiques par défaut, c'est 60. Et si vous regardez les next hop, vous allez voir c'est exactement ce que nous avons mis en fait. Vous voyez. Là, je vais maintenant venir sur le routeur RE2. Je vais faire pareil. Voilà. Cette fois-ci, je fais pareil pour que lorsque je suis sur RE1 pour envoyer un message au loopback de RE2,
le loopback de RE2 va pouvoir communiquer avec le loopback de RE1. Voilà pourquoi sur RE2, je vais aussi configurer cette route. Bon, là, si je configure la route, qui est très simple, là, je vais dire IP route statique. IP route statique. Là, le next hop, c'est l'adresse de destination, c'est le loopback de RE1. 10.0.1.1. Le masque de ce réseau, c'est 32. Et le next hop, dans ce cas, c'est l'interface d'entrée du routeur R1 qui est le 10.0.12.1. Super, là, j'ai configuré. Il fait pareil vers le loopback de RE3 directement. Là, ici, je vais mettre au point 2, 3. Oh, là. Point 2, 3, point. Le next hop ici, c'est le point 2, 3.3. OK. Et la destination, c'est le 10.0.1.3. Super. Là, je viens sur RE3, je fais pareil rapidement. OK. Système, là, si je fais un clair. IP route statique. Là, je suis sur RE3. Je configure d'abord la route vers le loopback de RE1. Commençons par là. 10.0.1.1. Le masque 32. Le next hop dans ce cas, c'est le 10.0.13.1. OK. Il fait pareil vers le loopback de RE2. Et là, l'interface, le next hop, c'est le 10.0. Bon. 10.0.23.2. OK. Et là, le destination, c'est ceci. Super. Là, vous faites display 10 pour vérifier. Moi, de mon côté, je suis sûr que j'ai bien configuré. OK. Là, on va reprendre les tests, en fait. Là, si je refais mon ping et je précise la source, vous voyez. Là, je suis sur le routeur RE1. Je fais un ping vers RE2. Vous voyez. Ici, sur le routeur RE1, j'utilise l'IP source loopback de R1 et je fais un ping vers le loopback de RE2. Vous voyez là, la communication passe normalement. Voilà, ça passe normalement, tout simplement parce que, comme on dit toujours avec les routes statiques, en fait, la route est bidirectionnelle, vous voyez. C'est-à-dire que de RE2, j'ai déjà configuré le chemin pour arriver aussi au loopback de RE1. Voilà pourquoi lorsqu'il envoie le request, lui peut répondre avec le reply. Et on l'a fait sur tous les autres routeurs. Oui, là, c'est ce qui fait en sorte qu'étant ici, si je fais pareil, si je fais un ping vers le loopback de RE, si je fais un ping vers le loopback de... Là, c'était même pas l'adresse de loopback que j'ai précisé. OK. On n'a même pas vérifié. Présente plutôt le loopback adresse. Ça veut dire qu'à ce niveau, OK, voici le loopback adresse. Bon, là, je vais faire ping 10.0.1.1, qui est le loopback de RE1. Je vais ping le loopback de RE2 qui est 10.0.1.2. Voilà. Cela fonctionne toujours normalement comme j'expliquais. OK. Maintenant, on va essayer de ping. Oh, là, j'ai retapé la même commande sans faire exprès. OK. Là, maintenant, on va essayer de ping plutôt le loopback de RE3. Voilà. Vous voyez là, ça passe normalement. OK. Vous pouvez tester tout et ça marche quoi. Ça marche. OK, on va continuer avec le TP. Qu'est-ce que le TP dit? OK, là c'est bon, on a fait le ping, tout fonctionne normalement. Super. OK. Là, ce qu'on va essayer de faire, c'est on va essayer de faire les floating routes. Si vous vous rappelez au niveau du chapitre, on a parlé des routes flottantes. C'est ça qu'on va essayer de configurer. Voilà, les routes flottantes, en fait, c'est tout simplement les routes de sauvegarde. C'est-à-dire, ce qu'on va essayer de faire actuellement, c'est du genre... Moi, je reviens sur la topo. C'est déjà, je vais annuler, c'est-à-dire, non, disons comme ceci. Bon, je vais reprendre pour mieux expliquer. Actuellement, si R1 veut communiquer avec R2, il va passer par là. Bon, là, c'est vrai que je n'ai pas un truc pour noter. Mais si R1 veut communiquer avec R2, il va directement passer par là, vous voyez. Maintenant, ce que nous, on a envie de faire, c'est, on a envie de configurer une route de telle sorte que, parce que normalement, il y a deux possibilités pour que R1 communique avec R2. Soit il communique directement, soit le paquet passe par R3 avant d'arriver à R2. Vous voyez.
Voilà. Maintenant, nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est configurer la route de telle sorte que si R1 veut communiquer avec R2, il passe par R3. Vous voyez? Voilà. Mais maintenant, lorsqu'on va configurer cette route, on va mettre une préférence supérieure à 60 pour que il utilise uniquement cette route lorsque cette route directe là, c'est-à-dire que la route de R1 à R2 est défectueuse. Voilà. Ce qu'on va essayer de faire, je vais venir là. Je suis toujours sur R1. Je vais dire IP routing table en route statique, désolé. IP route statique comme destination 10 point, bon, disons que c'est vers le loopback en fait quoi. 10.0.1.2. Ok, là je mets le masque qui est 32. Ok, le next hop ici c'est 10.0.13.3. Ok, là j'ai validé en fait la route, vous voyez. Maintenant là, qu'est-ce qui se passe? Oh, j'ai fait une petite erreur. Là, je devais ajouter la préférence. Bon, ce que je vais essayer de faire, c'est d'ailleurs de vérifier s'il a ajouté cela dans la table de routage. Je vais faire display IP routing table. Ok. Là, si on regarde, on va se rendre compte qu'effectivement, il a ajouté cette route. Vous voyez, de là à là, le paquet passe par le 10.0.13. Vous voyez. Oh non, là, c'est pas trop ça. Attendez, je vais essayer d'analyser. Là, j'ai configuré une route vers le 10.0.1.2. 10.0.1.2, voici. 10.0.1.2. Ok. En passant par comme next hop ceci. Et ce que je venais de configurer, c'est vrai, voilà, c'est aussi là. En passant par le 10.0.13.3. Vous voyez. Mais là, moi, il va annuler cette route-là. Il va annuler cette route parce que je ne voulais pas qu'il installe cela dans la table de routage. Je vais nettoyer. Je vais revenir sur cette commande. Je vais seulement ajouter undo. Je vais ajouter undo. Undo comme ceci là. Vous voyez. Lorsque vous ajoutez cela, il élimine directement la commande. Si vous voulez un test, on repasse sur la table de routage. Vous allez voir là, il n'y a plus cette route-là. Nous avons uniquement nos deux routes statiques. Ok. Là, ce qu'on va essayer de faire, c'est on va juste reconfigurer la route, mais cette fois-ci, on va ajouter sa préférence en fait. C'est-à-dire que je viens là, ok. Voici la commande et je vais ajouter le paramètre préférence. Je vais mettre 100 en fait. Super, voilà. Là, si on vérifie la table de routage, vous allez voir, cette route n'est pas à l'intérieur. Vous voyez, il n'y a pas cette route. Nous avons toujours nos deux routes statiques uniquement. C'est cool, c'est cool. Maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est on va arriver à ce niveau. C'est-à-dire que ce qu'on va essayer de faire, c'est revenir sur le routeur R1. Ok. Je vais venir sur le routeur R1. Je vais me déplacer vers l'interface Giga Ethernet 003. Interface Giga Ethernet 0/0/3. Au niveau de l'interface, je vais taper la commande shutdown. Shutdown, ok, pour arrêter l'interface. Super. Là, si vous remarquez, vous allez voir l'interface, là, c'est rouge en fait, parce que j'ai tout simplement appliqué le shutdown. Si on revérifie la table de routage, vous allez observer quelque chose. Clair, bon, je peux l'avoir quitté. Si je reviens sur la table de routage, vous allez voir là, la route statique avec la préférence de 100 a été ajoutée de façon automatique en fait, vous voyez. Et là, si vous regardez le next, vous allez voir là, il doit passer par 10.0.13.3. Voilà pourquoi si j'essaye de communiquer, si je refais mon ping, vous allez voir là, il passe directement. Si je fais ping, ou le ping en fait, c'était quelque part là, ok, vers le loopback, ok. Voilà, ok. Là, vous allez remarquer un truc. Lorsque je fais ce ping, il ne passe pas. Ceci ne passe pas. Pourquoi? C'est très simple. C'est tout simplement parce que de R, là, nous venons de configurer une route de telle sorte que le paquet quitte de R1, il passe vers R3 pour arriver au loopback de R2.
Mais le problème, c'est que là, nous venons encore d'utiliser ceci comme adresse source, le loopback de R1 comme adresse source. Ce qui fait en sorte que lorsque ce loopback va recevoir, il va essayer de répondre toujours par cette même route-ci en fait. Vous voyez, parce que cette route-ci là est défectueuse et c'est où on avait configuré la route statique pour arriver sur sur le loopback de R1. Mais lorsque le paquet passe par R3 avant d'arriver au loopback de R1, on n'a pas configuré cette route. Voilà pourquoi il ne prend pas. Ce qu'on va essayer de faire, c'est on va revenir au niveau du routeur R2 et au niveau du routeur R2. Parce que sur R2, en fait, là, vérifions un peu la table de routage de R2 déjà pour mieux comprendre. Ok. Au niveau de la table de routage de R2, moi, je vais faire display IP routing table. Voilà. Au niveau de la table de routage de R2, vous allez remarquer en fait qu'il n'y a même pas de route statique à l'intérieur. Ça veut donc dire qu'on a oublié de configurer cela. Ouais, au départ. Il n'y a pas de route statique. C'est clair en fait. Voilà pourquoi il n'arrive pas à répondre. Vous voyez. Là. Ce qu'on va faire déjà, ce qu'on devait même faire à la base, c'est déjà de configurer une route statique au moins vers le loopback de RE3. Voilà. Mais bref, dans ce cas-ci, c'est plus trop nécessaire. Vous avez déjà vu comment ça marche. Essayons plutôt de configurer une route statique vers le loopback de RE2 en tapant la commande IP route statique. Bon, là, je nettoie le terminal pour que cela soit visible. OK. IP route statique. La destination ici, c'est le loopback de RE2 10.0.1.1.32. Et le next route ici, c'est le 10.0.23.3. Ok, là, je viens de configurer ceci. Bon, si on vérifie sa table de routage rapidement, là, il y a une route statique, en fait, ok, vers le réseau, c'est-à-dire que vers le réseau loopback, en fait, de R1 en passant par là. Vous voyez, ok. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Lorsque le paquet va passer par là, maintenant, R3, c'est lui qui est censé maintenant router le paquet. Vérifions maintenant la table de R3. C'est-à-dire que lorsqu'il va recevoir, est-ce qu'il connaît ce réseau loopback? Système. Ok, on va vérifier sa table de routage. Display IP routing table. Ok. Au niveau du UCC, super. Oui, au niveau du RE3, vous allez remarquer que là, lui, il connaît ce réseau 10.0.1. Ok. Il connaît le réseau loopback de R1. Ok, maintenant je nettoie le terminal sur R1. Ok, je vais essayer maintenant de ping encore le réseau R2. Ping le loopback de R2, je vais dire. Voilà, quand il dit réseau R2, il parle du loopback. -A 10. On va préciser celui-ci comme source 10.0.1.1. Et là, la destination c'est 10.0.1.2. Vous voyez là, super, la communication passe normalement. Ce qu'on va essayer de faire, on va utiliser la commande traceroute. Si vous vous rappelez bien de traceroute, qui est une commande ICMP redirect. Voilà. Bon, je vais refaire la même commande, mais je vais tout simplement utiliser traceroute au lieu de ping. Comme ça, lui, il va nous montrer les routeurs par lesquels le paquet est passé pour arriver à destination. Ok, comme ceci. Vous voyez. Là, il nous montre que là, le paquet est passé par 10.0. 13.3, vous vous rappelez très bien de l'interface là, qu'est cette interface-ci, voilà, et ensuite, après cela, le paquet est passé par le 10.0.23.2, qui est cette interface-là, désolé, qui est cette interface-là. Je pense que là, c'est un peu clair maintenant, vous voyez, voilà, super, super. On va continuer avec la fiche de TD. La fiche de TP. On va continuer avec la fiche de TP. Là, qu'est-ce qu'on dit d'autre? Ok, on a terminé là. Ok. Maintenant, il y a le concept de default route. Ok. Default route là, maintenant,
La question dit ceci. Bon, je suis en train de vérifier cela. Ok. Je suis à ce niveau. Voilà. On dit configure et default route on R1. Ok. C'est-à-dire que ce qu'on va faire, c'est on va déjà supprimer toutes les routes que nous avons configurées sur R1. C'est-à-dire que lorsque je viens là, ok, voici mon routeur R1 ici. Je vais faire undo sur les différentes routes que j'ai configurées. Bon, il y a la route avec la préférence ici que j'ai configurée. Je vais annuler aussi cette route. Undo. Ok. Voilà, il peut même annuler uniquement cette route. Si j'annule cette route, normalement, ça veut dire en fait qu'il n'y a plus de route vers R2. Vers le réseau, le loopback de R2. Bon, là, on vérifie rapidement. Display routing table. Vous voyez, là, il n'y a plus cette route vers R2. Si vous regardez là, vous allez voir, il n'y a plus de 10.0.1.2 là. Ok. Si vous voulez, on fait même le ping pour se rassurer. C'est-à-dire que si je retape sur traçat, par exemple, vous allez voir, là, il y a un problème. Vous voyez, il ne trouve pas de route en fait. Ok, j'arrête. Ok, maintenant, ce qu'on va faire ici, c'est IP route statique. Voilà, si vous rappelez le default route c'était 0.0.0.0. Le masque c'est 0, rappelez-vous très bien. Maintenant là, comme next hope, je vais repréciser le même next hope qui était le 10.0.13.3. Voilà. C'était ça? Oui, c'était ça. Je valide, c'est bon. Si là on nettoie et on vérifie la table de routage, on va se rendre compte que là, il y a cette route qui a été ajoutée. Vous voyez, là, la route par défaut. C'est-à-dire que lorsqu'on envoie un paquet, s'il ne trouve pas la destination dans sa table, il envoie quand même vers cette interface-là. OK. Ce qui fait en sorte que si je refais ma communication, si je refais mon ping, vous voyez, là, il passe normalement. Vous voyez, là, c'est propre, quoi. Là, on va essayer de faire un traçat, un trace route. OK. Là, il nous montre exactement les routes par lesquelles le paquet passe. Vous voyez que là, nous venons de pratiquer en fait tous les différents concepts que nous avons abordés au niveau du chapitre 5. C'était un peu ça qui est important. Maintenant, pour moi, si vous voulez, nous sommes sur R1. Si on veut réparer l'interface que nous venons de shutdown, on va tout simplement venir sur l'interface déjà. Interface qui est Giga Ethernet 0 /0 / je pense que c'est le /3. Voilà, on va faire undo et on fait undo shutdown. Ok. Là, si vous remarquez, là, il est revenu en vert. Ok. Si on vérifie la table de rotation, on va voir qu'il est à l'intérieur. Ok. Là, ici est encore bleu parce que je n'ai pas toujours fermé Wireshark. Vous voyez. Super. Je pense que là, nous avons vraiment tout fait. C'est déjà bon. Les TP qui vont suivre, en fait, seraient moins longs que ceci, en fait. Parce qu'il y a tellement de choses qu'on va plus voir, comme par exemple l'architecture, ou bien comment configurer les adresses IP. Des trucs comme ça, c'est déjà des trucs de base, en fait. Vous voyez, là, on va aller directement maintenant. Avec pour le TP de OSPF, c'est maximum 20 minutes la vidéo. Ok. Là, qu'est-ce que je veux faire si au niveau de la fiche, qu'est-ce qu'on propose encore? Je pense que c'est tout. C'est tout. Ok. Mais on va pas arrêter la vidéo comme ceci. Il y a des choses que je dois encore vous montrer. Par exemple, là, je reviens au niveau de la topo. Lorsqu'on a terminé avec les configurations, ce qu'il faut faire maintenant, c'est sauvegarder nos configurations. Voilà, parce que si là, on éteint tout simplement comme ceci, lorsqu'on va revenir demain, on va voir que tout a disparu. Pour sauvegarder tout simplement, premier point à retenir, c'est de se rendre sur la vue utilisateur. Parce que pour sauvegarder, ce n'est pas une configuration qu'on est en train de faire. Voilà, vous voyez. Voilà pourquoi pour sauvegarder, on doit quitter de la vue système pour venir à la vue utilisateur. On tape la commande save. OK, là vous validez yes. Rappelez-vous que lorsque vous faites save sans préciser le fichier de configuration, c'est-à-dire sans préciser le nom de votre fichier de configuration, par défaut, il va le sauvegarder dans le fichier vrp.cfg en vrp.cfg.cfg. Et là, on peut vérifier, on peut faire G et vérifier cela.
Rappelez-vous de la commande J pour lister tout simplement les fichiers qui se trouvent, les fichiers et dossiers qui se trouvent dans un répertoire. Et là, vous allez voir, on a vrp cfg.zip. Vous voyez, et si vous vous rappelez bien l'extension des fichiers de configuration, il y avait .zip, voilà, parmi, voilà, il y avait .zip, .cfg, .dat et tout. Ok, là, nous avons bien sauvegardé les configs de R1. C'est pour dire que si j'éteins l'équipement R1, je rallume, les configurations seront toujours là. Très important de connaître comment le faire. Par exemple, ici, là, pour que vous compreniez mieux, là, je venais de retaper encore la commande. Ok, pour que vous compreniez mieux, je viens à la vue système, à la vue utilisateur. Vérifions d'abord Gin. Vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas les fichiers VRP. Est-ce que vous regardez ici? Vous voyez que là, c'est absent. Là, on va faire notre save. Ok. Voilà. Là, je ne vais pas revenir sur la méthode où on précise le nom. Voilà. La méthode où on précise le nom, vous savez déjà quoi faire. Nous avons vu cela au chapitre 3. Là, je ne vais vraiment pas perdre le temps. Si on refait encore le G, on va que cette fois-ci, VRP, le fichier est là. Bon, là, c'est bien sauvegardé. Bon, pour vous dire en fait que c'est comme ça que vous allez toujours vérifier. Des fois, vous pouvez faire save et la sauvegarde n'a pas pris, vous n'êtes pas au courant. Bon, il faut toujours faire un G pour vérifier sur le fichier de configuration. Et là, il n'y a que ça qui peut vous rassurer que vous avez réellement sauvegardé. Là, je peux fermer le terminal. Ok, avant d'éteindre le PC, vous pouvez d'abord arrêter tous les équipements. C'est-à-dire que vous faites un stop. Vous voyez? Voilà, lorsque vous faites un stop, vous avez tout arrêté. Maintenant, l'étape qui va suivre, c'est donc de sauvegarder l'architecture. Parce que rappelez-vous, j'ai expliqué au tuto précédent, lorsque vous lancez UNSP, il y a une colonne pour les projets récents, en fait, voilà. Et pour que votre projet s'affiche de ce côté comme projet récent, il faut déjà la sauvegarder. Pour le faire, c'est très simple. Vous pouvez faire tout simplement CTRL S. Pour moi, CTRL S ne prend pas parce que j'avais déjà sauvegardé. Bon, pour le sauvegarder, pour le faire, comment vous venez tout simplement au niveau de Save As. Est-ce que tout le monde le voit là? Oui, vous cliquez dessus et c'est à vous de choisir où vous voulez sauvegarder. Vous mettez juste le nom, peu importe, vous cliquez sur Save. Vous voyez. Là, je pense que c'était tout ce que j'avais à montrer pour ce tutoriel. Et on se dit à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker la vidéo et de laisser un commentaire. Ciao.